Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 1 heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur le site internet de Radio Calade en podcast, comme d'habitude, sur la page Facebook également de la CPTS et de Radio Calade. Cette émission est préparée par l'équipe radiophonique de la communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais-Dombes et animée aujourd'hui, comme d'habitude, par Alexandra. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Bon, Marie. Bonjour à tous. Encore, ça ? Ça va ? Ouais, Oui, ça va dans les rhumes hivernaux. Ok. Chacun son tour. Et sur la partie technique, Amaury, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons une émission dédiée à une thématique qui mérite toute notre attention, le cancer colorectal. Le mois de mars est particulièrement important car il marque le début de la campagne Mars Bleu. Ça vous dit peut-être quelque chose, on espère. En tous les cas, après l'émission, vous serez incollable sur Mars Bleu. Une initiative visant à sensibiliser la population sur cette maladie souvent méconnue. Alors que nous nous engageons dans une découverte du dépistage du cancer colorectal, il est essentiel de lever le voile sur le sujet et de discuter des moyens de disposition pour prévenir et bien sûr détecter cette maladie. Dans un premier temps, vous savez que l'émission est toujours en plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, nous allons découvrir ce qu'est le cancer colorectal, l'importance du ou des cancers. On va voir ça après. Important de préciser que nous parlons quand même du deuxième cancer le plus fréquent. Nous verrons les symptômes qui peuvent apparaître insidieusement et qui doivent être connus de son médecin traitant pour anticiper ces dépistages à temps. Nous poursuivrons notre échange par une série de questions. Qui est concerné ? Comment se préparer ? Quel est le type de dépistage ? Que faire si on n'a pas reçu son test par la caisse primaire d'assurance maladie ? Bref, une série de questions. Et enfin, nous déroulerons ce qui se passe quand on fait un test ou quand on fait une coloscopie. Nous verrons que suivant les résultats du test, de cette coloscopie, excusez-moi. Ça y est. Je ne l'ai pas raté. C'est le deuxième, en fait. Il y en a eu un autre avant, mais je ne l'ai pas relevé. Deuxième bafouille. Ok, cool. Donc voilà. Donc le traitement pourra certainement être différent. Merci Alexandra. Ça avait manqué. Bon, pour en parler, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous accueillons dans la joie et dans la bonne humeur Guy Bernard, gastro-entérologue à la Polyclinique du Beaujolais. Bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, là, nous on déconne, et nous on a notre médecin qui est super sérieux. Là. On va moins faire les malins. Donc, pour commencer, on va en reparler tout au long de l'émission, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la marche qui est organisée le 6 avril ? Alors effectivement, je pense qu'on en reparlera, mais le mois de mars, c'est le mois du dépistage du cancer du côlon. Et nous avons décidé d'organiser une marche qui se tiendra dimanche 6 avril pour parler du dépistage et puis aussi au profit de l'association Caladonco. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et ce sera à Arnas, point de départ Lagrange Vieille. Il y aura 2 circuits. Un petit circuit de 3 km que tout le monde peut faire et un plus grand qui fera 10 km. À quelle heure ? Alors, l'heure, on ne l'a pas encore fixée. Voilà, ça sera le matin, peut-être 10 heures. Et en rentrant de la marche, il y aura des pizzas, donc des choses à boire, à manger. Et le prix, ça sera 8 € pour faire cette marche qui sera toute balisée. Voilà. Et on verra peut-être des lieux inhabituels, mais c'est un peu trop tôt pour en parler aujourd'hui. Voilà. Quoi qu'il en soit, on y reviendra dans le courant de l'émission. Merci. Alors, docteur, première question. Le cancer colorectal, c'est quoi et pourquoi est-il si fréquent ? Eh bien, comme tu l'as dit, Ludovic, c'est le deuxième cancer en fréquence hommes et femmes, puisqu'on compte à peu près 43 000 cas par an, ouais. Donc c'est quand même beaucoup.
et 17 000 morts, à peu près 17 000 décès de cette pathologie chaque année. Il n'y a pas de nombre plus important chez les hommes ou chez les femmes, c'est équivalent. Il y a un peu plus d'hommes, 55% environ, Oui, et 45% de femmes, mais c'est quand même un cancer qui touche les deux sexes. Mhm. Voilà. Et l'intérêt du dépistage, c'est que en fait, ce cancer donne assez peu de symptômes ou des symptômes plutôt tardifs. Donc, et qu'on a des lésions précancéreuses que l'on peut dépister et détruire préventivement pour éviter le cancer. Donc c'est tout l'intérêt de ce cancer par rapport à d'autres, malheureusement. Je pense au cancer du pancréas, où on n'a pas ce type de lésions précancéreuses. Et les facteurs de risque de ce cancer sont quoi? Donc les facteurs de risque, il y a des facteurs génétiques qui sont importants. Je pense qu'on en reparlera quand on fera peut-être les niveaux de risque. Hein, sinon, il y a des facteurs d'environnement. Donc globalement, il y a un petit sur-risque sur la sédentarité, l'obésité, le tabagisme, la consommation de café, mais c'est quand même des sur-risques assez faibles. Et tout ce qui est études d'intervention, c'est-à-dire si on essayait de faire des régimes particuliers à des patients, on n'a pas vu vraiment d'efficacité. Donc on est revenu sur les facteurs de risque génétiques. Eux, est-ce que vous voulez qu'on en parle maintenant ou plus tard? Comme vous voulez, on peut aborder. On peut en parler. On est en famille, il n'y a pas de problème. Oui, il y en a deux qui nous écoutent. Hein, donc voilà. De toute façon, c'est ça. Donc, en fait, alors, si je reviens, ou alors est-ce qu'il faut que je parle de la filiation entre les polypes et les cancers? Après, peut-être parler. Peut-être après. Ouais, peut-être parlez-nous, expliquez-nous quelle est la part de génétique dans ce Voilà. cancer-là. Donc effectivement, on a 3 niveaux de facteurs de risque par rapport à la génétique. On a, pour un petit nombre de patients, un sur-risque très important. Ce sont des patients qui ont des polyposes familiales ou alors ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. C'est 2 conditions où il va vraiment y avoir un risque de cancer très important. C'est des patients qu'on va suivre de très près, des familles particulières. Ça représente peu de patients, mais nous, ça nous occupe pas mal. Et il y a du travail à faire pour ces patients. Et ces patients sont en général au courant Voilà, en c'est général, présent dans la famille. ils sont au courant. Il y a eu des cas précoces, il y a eu des cas multiples de cancer. Un dépistage génétique peut être fait. Et on les surveille. Par exemple, ce sont des patients, les syndromes de Lynch, on leur fait une coloscopie tous les 2 ans et une vidéocapsule tous les 4 ans. Ouais, d'accord. Et une gastroscopie tous les 4 ans. Enfin, il y a tout un protocole très particulier. Alors cela, on n'en parlera plus peut-être parce que ça, c'est quand même très ponctuel. Après, il y a les facteurs de risque génétique classiques, c'est-à-dire qu'on a un cas dans sa famille qui a eu un cancer du côlon. Un cas dans sa au famille. moins un cas, voilà, oui. Mais de 1-2 générations, qu'importe. Alors, c'est bien démontré pour le premier degré, c'est-à-dire c'est son père, sa mère, un frère, une sœur. Ça, Les cousins, cousines, on ne compte pas. Alors après, c'est du 2e degré, donc ça peut s'accumuler. Oui. S'il y en a 3, 4, voilà, mais c'est plus démontré sur les premiers degrés. Soit un cancer du côlon ou du rectum, parce que ce sont les mêmes facteurs de risque. Le rectum, c'est la partie basse du côlon. Ou alors un polype significatif avant 60, 70 ans, on va dire. Voilà, parce que c'est vrai qu'un polype à 90 ans, bon, c'est déjà moins significatif. Donc, quand il y a au moins un facteur de risque comme ça, ce sont des personnes à qui on va proposer le dépistage par coloscopie, qui est le meilleur moyen de trouver les polypes et de les enlever. S'il n'y a aucun facteur de risque génétique identifiable, on revient sur le risque moyen. Donc, ce sont les personnes qui vont être appelées à faire les tests de recherche de sang dans les selles. Et ça, il y a un programme organisé national. Donc, on reçoit une invitation à faire ces tests tous les 2 ans, à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à l'âge de 75 ans. Voilà. Et pourquoi plus après 75 ans? Alors, les patients, effectivement, sont des fois s'en offusquent un peu, oui, en disant, on compte plus. Voilà. Je suis obligé de revenir du coup sur la filiation polype-cancer, parce qu'en fait, il va apparaître à un moment un polype. Donc c'est une petite lésion qui va pousser dans le côlon
Au début, complètement indolore, on n'a aucun symptôme. Et progressivement, les selles passent dessus, il y a de l'irritation, ce polype va grossir, il va grossir, et puis il devient dysplasique, c'est-à-dire qu'il commence un peu à être précancéreux. Et puis, cette dysplasie finit par donner un cancer. Et le cancer, au début, il est localisé, c'est généralement dans le polype. Après, il commence à diffuser dans la paroi du côlon. Et puis après, ça peut donner des métastases dans les ganglions ou dans d'autres organes. Donc, toute cette filiation entre l'apparition du polype et le cancer invasif, on admet que c'est plutôt de l'ordre de 15 ans. Voilà. C'est pour ça que les dépistages sont ciblés sur ces âges-là. En se disant, si la personne n'a rien à 75 ans, elle a au moins jusqu'à 90 avant d'avoir un cancer. Oui, 90, voilà. 95. Voilà la logique. Après, effectivement, l'espérance de vie s'allonge. Oui. Et on a des patients qui arrivent à plus de 90 ans, qui sont ouais. pas mal et qui, effectivement, peuvent finalement attraper un cancer et qu'on aurait peut-être pu le dépister. Bon, pour l'instant, c'est cet âge cible qui a été choisi. Parce que, par contre, avant 50 ans, il y a quand même beaucoup moins de risques dans la population standard, hors risque génétique. Donc voilà, ça a été choisi sur cette population cible. Un jour, peut-être, on va... Comme l'âge de la retraite. Allongé. On va rallonger. On va Parlons rallonger. pas de choses qui fâchent. Oui, parlons pas de voilà. Mais effectivement, on pourrait rallonger cette période de dépistage jusqu'à 80 ans, pourquoi pas. Et quel symptôme peut être alertant pour consulter son médecin, ou qu'est-ce qui doit nous alerter? Alors, nous, on se méfie beaucoup des saignements. Donc, les patients qui peuvent constater la présence de sang dans les selles, surtout si le sang est mélangé avec la selle, pas seulement sur le papier. L'essuyage, c'est souvent des causes locales, hémorroïdes, fissures, irritations anales, des choses comme ça. Par contre, si le sang a été mélangé avec la selle, on en a vu dans la cuvette, ça a été plusieurs fois. Le sang a été un petit peu foncé, un peu bordeaux, un peu voilà. Ça, c'est déjà plus inquiétant. Surtout que les patients, ils ont tendance à attribuer ça à leurs hémorroïdes. Ils n'éprouvent pas de douleur et c'est pas un symptôme qu'ils vont forcément signaler ou aller consulter pour ça. Donc ça, c'est important. Après, il y a tout ce qui est trouble du transit. On va dire trouble du transit inhabituel, parce que on a beaucoup de patients qui souffrent de colopathie fonctionnelle, de problèmes de côlon irritable. Donc, ils peuvent avoir des troubles du transit. Ils vont avoir parfois de la diarrhée, parfois de la constipation, parfois des ballonnements. En soi, ces symptômes-là ne sont pas inquiétants. Mais si une personne qui avait un transit normal se met à avoir 3-4 selles par jour, des fois pressantes, avec des glaires, ou parfois des fausses envies d'aller à la selle, voilà. Ça, c'est un symptôme qui doit nous inquiéter. Et des fois, ils n'ont aucune douleur. Souvent, c'est pas parce qu'on n'a pas mal qu'on n'a pas un cancer. Voilà. La douleur, c'est un signe très tardif, quand le cancer est déjà préocclusif. Soit la douleur, soit l'altération de l'état général, la perte de poids, la fatigue et tout ça, sont des signes très tardifs en matière de cancer du côlon. Après, on nous réfère parfois des patients parce qu'ils ont de l'anémie. On leur a trouvé de l'anémie, ils étaient fatigués. Et ça nous permet d'en trouver aussi. Et donc, les patients reçoivent le test, s'ils sont dans la fourchette Voilà. bien déterminée, ils reçoivent un test chez eux. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on reçoit ces tests tous les 2 ans. Donc, on a dit, entre 50 et 75 ans. On reçoit le test directement chez nous? Non, je me suis mal exprimé. On reçoit une invitation à faire le test. Parce qu'en fait, avant, c'est le CRCDC, c'est un organisme qui est organisé sur le plan régional, qui envoie ces tests. Avant, ils envoyaient les tests, mais il y a quand même beaucoup de pertes. Malheureusement, les dépistages ne sont pas suffisamment faits. Donc ça coûtait quand même très cher. Donc ils ne fournissent pas les tests, ils envoient une invitation à faire le test. Et ensuite, on peut se procurer ce test en allant chercher chez son médecin. Aussi, les pharmaciens en ont. Ou sinon, on peut le demander au CRCDC. Sur leur site?
Oui, c'est ça. C'est ça. Ou téléphoner ou sur leur site. D'accord. Sinon, Et- cette invitation, on va à la pharmacie, par exemple. Oui, récupérer, c'est ça. On peut récupérer un test ou chez son médecin, ou nous, on en a. Bon, il y a d'autres médecins qui en ont. Alors, comment ça se présente? Est-ce que vous voulez... C'est peut-être pas très radiophonique, mais je peux vous montrer... Comme ça, on pourra vous poser Oui. des questions. C'est ça. On va essayer de le décrire. Il s'agit d'une pochette bleue, d'accord? Pochette bleue. Et dans cette pochette bleue... Beaucoup de matériel. Bon, ouais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, Il y a plusieurs documents. Voilà, oui. il y a un document sur lequel on doit Qu'on coller doit les remplir. étiquettes. Ou si jamais on les a perdues, les étiquettes, on peut mettre son nom et tout ça. D'accord. Mais c'est quand même mieux d'avoir la preuve qu'on est appelé. Les étiquettes sont sur Alors, l'invitation c'est ça. qu'on Sur a l'invitation. reçue au départ. Voilà. c'est Parce ça que si un patient qui n'a pas dans la cible ou qui a déjà fait le test l'année d'avant, il veut le refaire, mais ce ne sera pas fait, quoi. Donc, Donc Ouais. on reçoit le courrier, puis l'enveloppe après. non, c'est Ah non. en On même reçoit temps. le C'est en même courrier. temps. Voilà, Ok, d'accord. Moi, Et- je crois que j'ai mieux compris. On reçoit le courrier, dessus il y a Déjà des qu'elle me pique mes étiquettes, questions, mais en plus... et ensuite on va à la pharmacie ou chez son Oui, médecin qui donne c'est le ça. kit et on prend les C'est étiquettes ça. du premier courrier pour les coller sur le Voilà, papier voilà, du on- kit. papier du On kit. n'en a reçu qu'un courrier, quoi. Voilà. Il écoute C'est ça. pas. Oui, Ok. oui, on a reçu qu'un courrier. Après, si C'est ça. ce courrier est malheureusement passé à la poubelle, ben après, on en reçoit un autre 6 mois plus tard. Bon, il y a des relances Ah, il y a un qui- suivi quand même qui est qui sont fait, faites par d'accord, le, ok. par le CRCDC. Et dedans, donc vous avez cet objet que C'est un Alors, petit que- papier que je vous laisse c'est décrire. percé qui ressemble un peu à une cuvette de Cuvette de toilette, toilette, C'est oui. ça. Ouais, c'est C'est- ça. c'est ouais. avec des un- autocollants. C'est ça, Un avec des papier léger, autocollants. un papier cartonné assez léger. Voilà, donc on enlève la gommette là, ça se colle. Ça, c'est sur l'arrière du toilette. Ça, c'est sur l'avant parce Ah oui. que Ça va obstruer le trou de Voilà. la cuvette. Et quoi. après, on fait ce qu'on a à faire. Donc, les urines passent devant dans les trous et Gros trous. les selles à fait. restent Dans les petits trous. Dans les petits trous. voilà, dans les petits trous. Mieux que ce soit Voilà. l'inverse. Si Alors- on se plante de sens... Et Ah oui, c'est- ça passe à travers. Oui, c'est ça. Ensuite, cet objet-là, alors, je C'est une espèce de petit tube avec un petit écouvillon. voilà, Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est ressemble un au- petit au- écouvillon assez simple. Hein, Ouais, c'est un voilà. bâton, quoi, en fait. Ouais, un c'est petit C'est bâton un petit bâton. de Ça 0,5. ressemble à un tube de vernis un peu. Voilà. Pour les Et, ongles. et avec ce bâton, on va faire un petit échantillon prélèvement. de sel. Quand on est allé à la selle, on prélève un petit peu et hop, on le remet dedans. Qu'est-ce que vous appelez un petit peu? C'est vraiment... Bon, Bah, de toute c'est- façon, le trou est pas très grand. Donc, voilà, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux Non, mais pas c'est vrai. mettre- On va en mettre non, non, beaucoup. c'est Ouais, c'est ouais, vraiment, voilà. Ouais, voilà, c'est vraiment raclé, et On puis- le trempe, quoi. Enfin, tu Ouais. peux pas c'est mettre, un mini, pour les oui. auditeurs, ça ressemble à un mini échantillon, un mini écouvillon pour les tests PCR. Oui. Tout le monde a eu ça. Voilà. C'est la même chose en beaucoup plus petit. Quoi. Sauf que c'est beaucoup plus petit, Ah, voilà, bah, c'est effectivement. beaucoup plus petit. Oui, ouais. Ouais, c'est beaucoup Dommage. plus petit. Et puis, c'est pas se mettre dans le nez. Non. Et donc, sur le, donc, on sur gratte, mais pas le l'écouvillon, nez. Parce qu'elle dit on qu'elle a colle- compris, mais en fait, elle a rien compris, Si, quoi. j'ai tout à fait compris. Sur l'écouvillon, il faut coller l'étiquette, la même Ouais, étiquette, ouais, c'est ça il y a une petite étiquette, mais surtout après, on le met dans une protection qui est fournie. Et puis après, il y a une enveloppe. Une enveloppe Qui est avec un prête à T. timbrée. Enveloppe. après, Prêt Tout timbré, ouais. pré-timbré, ça n'a rien à payer. On met dedans. Et puis, avec le papier, Ah oui, avec l'invitation. Voilà. Ah oui, dans le papier, on a rempli le papier, les. on a rempli mis par les le papier étiquettes. On a mis les qui- étiquettes. qu'on a utilisé. Ouais. Et après, donc ça part Dans une boîte aux lettres. dans un laboratoire centralisé, CERBA, puisque c'est un test immunologique qui est donc centralisé dans un seul laboratoire. Voilà. Et c'est important à dire, on le met dans une boîte aux lettres pour France. Oui, oui, de la De Poste. la Poste. oui, s'il y a Pas un au T. laboratoire de Non, votre pas, secteur, Voilà, pas, c'est pas, ça. pas, pas Ouais, au ouais. laboratoire, hein, on le met à C'est- la c'est à la poste. À la Poste. Ça s'envoie à la poste. Voilà. C'est très simple à faire et il n'y a qu'un prélèvement parce qu'il y avait l'ancien test hémoculte Il y a qui avait plusieurs un peu prélèvements. mauvaise réputation puisque là, il fallait cette fois-ci étaler les selles sur des plaquettes. Un peu comme On tartine, on beurre. Une tartine. Voilà. Amis du jour, si vous mangez. Et ensuite, il fallait faire ça 3 jours de suite parce que ce test était beaucoup moins spécifique. Et donc, on devait conserver les échantillons au frigo, ce qui pouvait Rebuter un peu. rebuter Ah ouais, c'est certains peut-être, patients avant de pouvoir envoyer le tout
c'était plus complexe. Le troisième jour, voilà. Donc, voilà, avec ce test, c'est quand même très simple, hein, pratiquement. Oui, c'est simple, facile, voilà. c'est rapide, Voilà. ça se fait. Voilà. Oui, c'est quand même très simple. Et alors, on reçoit les résultats. Alors, après, on reçoit les résultats. Les patients reçoivent les résultats en positif, négatif. Et puis, le médecin prescripteur qui a été indiqué, lui reçoit les tests avec les dosages. C'est un tout petit peu plus précis. Après, c'est des dosages de quoi? C'est des dosages d'hémoglobine dans c'est les le selles. sang, quoi. Oui, D'accord. c'est ça. Oui. Voilà. C'est bien sûr spécifique de l'hémoglobine humaine, hein, et ça ne se positive pas si on mange du boudin, des steaks saignants, des choses comme ça. Hein, Oui, d'accord. c'est ça, l'alimentation ne va pas changer Non, le résultat. Plus ce test-là. Voilà. Si on prend des antibiotiques ou des médicaments, voilà, ça non. ne changera pas non plus le test. On n'a pas besoin de se dire, en ce moment, je prends des antibiotiques, je ne vais pas faire le test maintenant parce que ça va être positif alors qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a rien besoin de faire de spécial. Après, bien sûr, si on a un saignement, admettons qu'on saigne du nez, des gencives, des choses comme ça, on pourrait avaler. Enfin, ce ne serait pas le bon moment pour faire le test. Enfin, si on a une... Voilà. Hein. On ne saigne quand même pas tous les jours non plus. Non, voilà. Mais ça pourrait fausser le test, bien entendu. Hein. Et globalement, en statistique, il y a à peu près 4% de positifs. Sur l'âge cible dont on a parlé, on va avoir 4% de tests positifs. Et donc, après, ces patients doivent être référés pour passer une coloscopie. Tout à l'heure, hors micro, on s'est posé la question, et est-ce qu'on ne fait pas un deuxième test pour contrôler ? Et j'ai répondu que non, parce qu'en fait, ce qu'on cherche à dépister, c'est un polype, une tumeur. Et ces polypes, ils peuvent saigner de manière épisodique. Donc, parfois ça saigne pas. Donc, si le test revient négatif 15 jours après, et qu'avant il était positif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il faut bien rester sur l'idée de faire la coloscopie. Et ces tests-là sont plus fiables que les tests qui peuvent être prescrits par le médecin qu'on peut faire au oui, laboratoire. c'est ça. Parce qu'il existe effectivement des tests hors dépistage. C'est l'hémoculte classique ancien. Dont vous parliez tout à l'heure. Dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même moins spécifique que le test centralisé. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il y en a un qui est en train de s'énerver de l'autre côté en me faisant des consignes, en disant musique, musique, musique. Donc, petite pause de musique. Mais Alexandra, vous êtes pipelette ce soir. Il y a des jours comme ça, je suis désolée, ça c'est aujourd'hui. Elle est lancée. Ah ouais, non, on ne l'arrête plus. Désolée. Je vais me taire si vous voulez. Hein. Non, c'est toujours un réel plaisir. Oui, vous c'est ça, oui. Donc, on revient dans un petit instant. On écoute une musique. À bientôt. Santé Beaujolais d'Ombre, l'émission de santé du territoire. Quelques milliers d'années auront Santé Beaujolais d'Ombre. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter... Nous y sommes de Matmata. Ah oui, alors c'était même pas du jeu en fait. Non, je t'ai dit que tu pouvais le dire. Bien, donc seconde partie de notre émission, on reprend le fil, hein. Nous sommes sur Mars Bleu et le cancer colorectal. Donc on a vu un peu tout ce qui se passait, donc l'explication du cancer colorectal, la présentation, on a vu un peu le test immunologique, hein, donc on en était là. Alors on reçoit les résultats. Et qu'est-ce qui se passe après donc la réception de ces résultats ? Eh bien, donc, si le test est négatif, tout va bien et on refera un test dans 2 ans. Si le test est positif, il va falloir faire une coloscopie. Alors, déjà, est-ce que les résultats sont envoyés directement au patient ? Oui. Jamais au médecin ? Si. Il l'a dit tout à l'heure. Je crois l'avoir déjà dit. Mais oui. Et donc, il faut ensuite se tourner vers son médecin. Alors, voilà, il faut se tourner vers son médecin qui, lui aussi, a reçu le résultat du test. Et généralement, ces patients nous sont référés pour qu'on organise une coloscopie. Donc, vous disiez qu'il y a 4% de positifs. Oui, c'est ça. Ça veut forcément dire qu'il y a un polype quand c'est positif ? Alors non, il y a quand même beaucoup de faux positifs. Globalement, on va trouver un polype dans 40% des cas à peu près, et puis un cancer dans quelques pourcents. Et il va y avoir une bonne moitié qu'on peut appeler faux positifs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas trouver de lésions significatives. Ça a été soit un saignement hémorroïdaire, soit le patient avait pris des anti-inflammatoires, de l'aspirine. Il y a eu une cause de saignement autre.
minime et non significative, et on considère que c'est un faux positif. Donc dans ce Voilà. contexte-là, il doit repasser les tests immunologiques tous les 2 ans après. Alors, comme on a fait une coloscopie, on peut attendre 5 ans. D'accord. Puisque, je ne l'ai pas dit, mais les patients qu'on surveille par coloscopie pour des risques familiaux, si on ne trouve rien, c'est un examen bien sûr beaucoup plus performant que le simple test. Bien sûr. Et s'il n'y a pas de polype, voilà. Donc là, on peut attendre 5 ans pour refaire une coloscopie. Ou alors, pour les faux positifs du test, on peut attendre 5 ans pour reprendre les tests. Voilà. Donc la coloscopie nous laisse tranquille pendant 5 ans. Ouais, ça vaut le coup. Très bien. Ok. Donc, comment donc on a nos Alors, résultats. Voilà, donc le patient, il faut qu'il vienne nous voir en consultation. Hein, c'est un examen qui nécessite une consultation préalable. D'accord. Donc, avant, j'imagine qu'il est allé voir son médecin généraliste, qu'il a. Voilà, où il a téléphoné, où il est allé le voir, où ils se sont contactés. Son médecin généraliste fait généralement un petit mot, voilà, et puis le patient prend rendez-vous et vient nous voir. D'accord. Donc à ce moment-là, on va l'examiner, on va voir est-ce qu'il a des risques génétiques, est-ce qu'il a des symptômes, parce que ça arrive hein, parfois. Finalement, en interrogeant les patients, en fait, oui, ils avaient des saignements, enfin, etc. On va les examiner, on va généralement faire un toucher rectal. Je ne sais pas s'il faut que je m'apesantisse sur le sujet. Enfin, on sait comprend ce que ça veut dire. Voilà. Ce que ça veut dire. On les examine et et de toute façon, on va organiser la coloscopie. Si on a quand même des symptômes ou parfois on a trouvé quelque chose au toucher, on a vu du sang ou il se passe quelque chose, la coloscopie va être organisée rapidement. Si ce n'est pas le cas, ça s'organise dans les semaines ou les 2-3 mois qui suivent, parce que voilà, il y a des fois un petit peu de délai. Donc c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale. Ça se fait en ambulatoire, donc ça veut dire qu'on vient dans un service d'hospitalisation ambulatoire, on va rester quelques heures. En journée, donc. En journée, et puis on sera sortant. Voilà. L'anesthésie est longue. L'examen est long. Non, l'examen va durer peut-être une vingtaine de minutes. L'anesthésie est nécessaire, sinon c'est quand même très inconfortable. Et voilà, donc il n'y a pas de sujet chez nous en France, ça se fait sous anesthésie. C'est une anesthésie légère, il n'y a pas d'intubation trachéale, donc les suites sont très simples. Mais il faut quand même aller rencontrer un anesthésiste au préalable. S'il y a des traitements anticoagulants, on les fait arrêter. Et puis, le jour de l'examen, pour quitter la clinique ou l'hôpital, il faudra être accompagné. C'est bien évident qu'une heure ou 1h30 après avoir été endormi, on ne doit pas conduire un véhicule. Voilà. Donc, toutes ces précautions sont à faire. Il y a d'autres choses importantes à faire, c'est qu'il y aura une préparation qui est souvent appréhendée par nos patients. Mais ça se fait quand même. Moi, je l'ai fait, donc c'est possible. Généralement, on prescrit un régime sans résidus. Les 3 jours qui vont précéder la coloscopie, on va conseiller aux patients, leur demander de ne pas manger de fibres, contrairement à ce qu'on conseille d'habitude. Donc, pas de crudités, pas de fruits, pas de légumes verts, tout ce qui fait des fibres, parce que ça fait des petits résidus qui ont tendance à boucher les endoscopes. Donc c'est au riz pendant 3 jours, quoi. C'est au riz, pâtes, Riz-pâte. gruyère, compote, viande blanche, poulet. C'est bon ça, riz Voilà. avec un peu de gruyère dessus. Exactement. Ok, C'est tout à fait ça y est, ça. Il y en a qui en Ouais, rêvent de sans ça tous les résidus, jours. sans hein. savoir. La coloscopie. Voilà, exactement. Non, il y a autre chose encore. Oui. Il y a le régime sans résidus, mais il y a Alors autre chose. ça se fait, c'est Ça, c'est le bon côté, ça. compatible avec une activité professionnelle normale. Voilà, y a pas d'un. Par contre, on fait faire une préparation. Parce que pour aller, en fait, la coloscopie, ça consiste à introduire un endoscope qui contient une caméra par l'anus et puis remonter la totalité du côlon, qui fait à peu près 1,30 m, de manière à chercher des polypes qui peuvent être des petites lésions. Donc on a besoin que le côlon soit complètement vidé des selles et propre, impeccable. Donc c'est pour ça qu'on fait faire ce régime sans résidus et ensuite on demande à nos patients de boire des produits qui vont donner de la diarrhée. La veille, ça se fait en général fractionné en 2 parties, la veille au soir et le matin avant de venir. Voilà.
Le protocole le plus standard, c'est 1 litre de boisson particulière qu'on prend en pharmacie à base de PEG, c'est ce citronné salé pour compenser les pertes en sel que va induire la diarrhée. Et donc on doit en boire 1 litre, et puis après on a droit à 1 litre de liquide clair, ça peut être de l'eau, de la tisane, des jus de fruits sans pulpe. Voilà. Super. Et le matin, plus ou moins tôt, alors si on veut venir tôt le matin, il faut mettre son réveil en fin de nuit pour finir sa préparation. Si on vient plus tard dans la journée, ça peut être le matin, voilà. On doit suivre le même protocole. Une fois qu'on a fini ça, on reste à jeun jusqu'au moment de l'examen. Et on peut se rendre donc à la clinique le jour fixe, l'heure fixée. Généralement, les patients, ils restent 4 heures, voilà, maxi, 4 heures sur place. Voilà. S'il y a des polypes, on peut les enlever, bien sûr, puisque c'est le but. Donc les petits avec des pinces, les plus gros avec des systèmes. Dans sa polypectomie, ça ressemblerait un peu à un lasso. Donc on peut cravater le polype. Et puis, s'il est gros, on fait passer un courant de coagulation pour éviter les saignements. Et puis, on les coupe et on les récupère à fin d'analyse. Voilà. Est-ce que le polype dépasse toujours de la paroi du côlon? Pas toujours. Donc, en fait, il y a 2 types de polypes. Il y a des polypes pédiculés, ça ressemble un peu à une cerise avec un pédicule. Donc, ceux-là, voilà, il faut couper au milieu du pied. On va dire c'est plutôt plus facile, mais parfois ils sont implantés directement dans la paroi, on appelle ça des polypes sessiles, enfin c'est SE2S. C'est pas le prénom. Non, ça n'a rien à voir avec le. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de pied en fait. C'est un peu comme des grains de beauté finalement. Voilà, oui. Alors avec plus ou moins de corps, plus ou moins plat, plus ou moins plus ou moins en épaisseur. Donc ça peut poser un problème diagnostique. Donc il faut avoir l'œil, et on peut s'aider de coloration virtuelle. Alors c'est ce que vous nous expliquiez durant la préparation de l'émission. Maintenant, c'est vrai que vous avez des procédés qui sont quand même qui vous aident énormément, quoi. Voilà, exactement. Oui. On a des zooms, on a des endoscopes haute résolution, on a ces colorations virtuelles où on peut utiliser des colorants qu'on instille pour essayer de vrais colorants, quoi. De vrais colorants bleus. Voilà, colorant bleu, ça s'appelle l'indigo karma. Ah d'ailleurs, vous n'avez pas mis votre pull bleu aujourd'hui? Si, Non, quand même. le t-shirt. C'était le t-shirt, voilà, c'est ça. Et donc déjà de les trouver, effectivement. Et puis après, pour les enlever, donc effectivement, on va avoir plus de difficultés, parce qu'on ne peut pas creuser dans la paroi au risque de faire un trou ou un problème. Donc on a des techniques aussi pour faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va piquer avec une aiguille qu'on passe à travers l'endoscope. On peut piquer sous ce polype plat. On le fait gonfler un petit peu comme un ballon. Enfin, ouais, c'est ça. Il remonte. Ouais. Ça fait c'est une excroissance. Comme s'il y avait un hématome dessous, quoi, ouais. une bosse, une espèce de bosse. Ouais. Et puis du coup, le polype se retrouve en haut de la bosse. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir couper avec plus de sécurité par rapport à la paroi. Ça s'appelle une mucosectomie. La paroi de l'intestin, elle mesure combien d'épaisseur du côlon, pour qu'on ait une idée? Elle fait 5 mm environ. C'est pas très épais. C'est pas si... c'est solide, mais... Voilà, c'est solide. Enfin, quand même, on a de la marge, mais bon, oui. Pour rassurer nos auditeurs, en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que la coloscopie d'aujourd'hui n'est pas celle qui se faisait il y a 15 ans en arrière, quoi. Voilà, il y a eu des progrès quand même techniques importants. Ouais. Voilà. Après, il n'y a pas d'examen qui ne comporte pas de risque. Enfin, je ne sais pas s'il faut. Bah oui, mais les risques sont très faibles, mais effectivement, ça serait des risques de perforation sur des ablations de polypes comme ça. Alors, en plus, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que quand on a fait la mucosectomie, après, ça fait comme un trou, on peut fermer avec des endoclips. Ça fait comme des agrafes. Et tout à l'heure, j'en ai utilisé, j'avais des coloscopies cet après-midi. Donc, on peut fermer les trous. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès. On a un matériel quand même très performant. L'autre risque, c'est les risques de saignement. Après ablation d'un polype, ce risque, il existe toujours, mais c'est pareil, on a beaucoup de moyens techniques pour le maîtriser. On va se refaire une petite pause. Puis après, on aura donc un témoignage
d'une dame qui a eu une coloscopie et qui nous racontera comment ça s'est passé. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Vous êtes toujours sur Radio Calade, toujours avec nous, Santé Beaujolais-Dombes, et vous venez d'écouter Mojo de M. Alors, si vous avez manqué le début de l'émission, venez nous rejoindre en podcast sur le site internet de Radio Calade ou sous le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes. Nous allons écouter un témoignage d'un usager qui a eu recours à la coloscopie et qui va témoigner de son ressenti et de son vécu. On écoute. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Bonjour, on se retrouve ensemble. Vous avez accepté de répondre à nos questions au sujet de la coloscopie. Oui, tout à fait. Bonjour, oui, c'est ça, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez été orienté vers une coloscopie? Alors, j'ai été orientée parce que suite à des désagréments dans le transit, des épisodes de diarrhée, constipation, donc voilà. Donc mon médecin traitant m'a orientée vers un gastro-entérologue qui m'a fait une coloscopie. D'accord. Et quelle a été du coup la préparation demandée pour cet examen? Alors, 3 avant l'examen, c'était un régime sans résidus. Et la veille de l'examen, j'ai eu ce qu'on appelle la préparation colique, c'est-à-dire dans 3 litres d'eau, des sachets de Ximepeg. Voilà. D'accord. Et du coup, le régime, ça consistait en quoi? Alors, ouais, je me souviens plus très très bien, mais je crois qu'il n'y avait pas trop de pain. Enfin bon, là, je me souviens plus. Franchement, je me souviens plus. D'accord. Bon, ben merci, on éclaircira tout ça ensuite. Le jour J, du coup, comment ça s'est passé exactement? Alors, le jour J, j'ai dû être à jeun à partir de 11 heures. Je suis rentrée à 13 heures. J'ai été prise en charge vers 14h30 et je suis ressortie à 18 heures. D'accord, donc c'est assez rapide finalement. C'est très rapide. Ouais, ça s'est très très bien passé. Donc sous anesthésie générale. Sous anesthésie générale, en effet, ouais. D'accord. Et après l'examen, vous avez eu des gênes, des douleurs particulières? Absolument pas. Donc tout s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Ouais, absolument rien après. Rien senti et tout va bien depuis. Depuis, tout va bien. Donc, visiblement, je devrais avoir une note tous les 5 ans. D'accord. Et donc, ça vous angoisse pas plus que ça, vu que tout s'est bien passé? Non, parce qu'elle a retiré deux polypes. Donc, voilà. D'accord. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes petites questions. Eh bien, je vous en prie. Merci à vous. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Bon, finalement, c'est pas si terrible que ça. Voilà, ce témoignage est tout à fait conforme, je pense, à ce que vivent nos patients. Un petit point, on en a discuté, c'est que on fait une insufflation pendant l'examen. On est obligé de gonfler un peu le côlon, en fait, pour pouvoir le visualiser, le déplisser. Et avant, on faisait ça à l'air. Donc, quand les patients se réveillaient, ils se sentaient ballonnés. Et on leur demandait d'évacuer les gaz. Et parfois, cette sensation pouvait être désagréable. Et depuis quelques années, on a généralisé les insufflateurs à CO2. Donc, en fait, on insuffle avec du CO2. Et c'est un gaz qui s'absorbe tout de suite à travers la paroi du côlon. Et on n'a plus du tout ce phénomène-là. Donc, les ballonnements... voilà, douleur, il n'y a pas de douleur, c'est confortable. Voilà, on a quelques plaintes un peu sur la préparation. Et puis ce que dit cette dame, c'est qu'effectivement il a été enlevé 2 petits polypes
Donc on lui a demandé de repasser une coloscopie dans 5 ans. Voilà. Donc effectivement, après les porteurs de polypes, si ce sont des adénomes, on les envoie tous analyser les polypes. C'était ma question Ouais. suivante. Donc, du Si, coup, ok. enfin, bon, en principe, oui. Donc, si ce sont des adénomes, ce sont les polypes qui pourraient faire la séquence polype-cancer. S'il y a moins de 3 polypes, bon, c'est le cas de cette dame, on conseille de refaire une coloscopie 5 ans après. S'il y avait 3 polypes ou plus, ou s'il y avait un polype de plus d'1 centimètre, ou un polype avec de la dysplasie de haut grade, ou certains cas particuliers, on raccourcit les intervalles. Ça, on peut demander aux patients de venir 3 ans après. Puis dans certains cas particuliers, on a fait une mucosectomie compliquée, ça peut être 1 an. Voilà. On adapte la surveillance à ce qui a été trouvé. Il y a d'autres examens possibles, mis à part la coloscopie? Alors pour rechercher, voilà. Alors tout ce qui est échographie, tout ça, ça marche pas. Donc le scanner, lui, a un intérêt pour trouver les tumeurs, les cancers, mais pas les polypes. Donc les alternatives à la coloscopie aujourd'hui, enfin, on va dire dans le futur, il y aurait 2 voies possibles. Il y a les vidéocapsules ingérées. Donc j'en ai amené une que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous l'avez trouvée très grosse, mais C'est un ancien modèle. impressionnant. Vous avez voilà, dit, c'est un ouais. ancien modèle. Ouais. Oui, ça fait à peu près Ça- 2 phalanges d'un petit doigt, quoi. Ça fait un bon cachet de Doliprane. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, un peu plus. Ben, Ouais, double ou ce- triple, quoi. Ceux dont on dispose actuellement, ça fait à peu près un cachet de Doliprane. Pardon. Mais ça remplace pas la coloscopie, c'est une voie d'avenir très intéressante. On les utilise actuellement pour explorer l'intestin grêle, qui est très difficilement accessible en endoscopie. Mais ça va être des cas triés sur des symptômes particuliers. Peut-être qu'un jour, on aura ces capsules plus petites, et si on pouvait les faire bouger, monter, regarder à droite, à gauche, ça pourrait peut-être remplacer la coloscopie. Après, ça ne permet pas d'enlever les polypes. Voilà. Oui. Donc quand on a vu, si on pense peut-être qu'avoir vu quelque chose, après c'est toujours le même problème, il faut aller faire la coloscopie. Peut-être une autre voie d'avenir, on en avait parlé quand on a fait la préparation, c'est les PET scanners, ces espèces de scintigraphie que l'on pratique pour des cas de cancer, et ça permet de voir effectivement les cellules en division. Et on nous réfère actuellement des patients qui passent un PET scanner pour le suivi d'un cancer, d'un autre, et on leur trouve une fixation sur le côlon. Et c'est vrai qu'on trouve des polypes. Alors c'est plutôt des gros polypes, c'est plutôt des polypes en dysplasie. Oui, Mais- ça permet pas de voir des polypes. voilà, pour l'instant, ça n'est petits, pas validé en dépistage. C'est quand même une technique de pointe qui reste l'apanage de quelques centres. Voilà, mais peut-être un jour, voilà. Déjà, il faut avoir un rendez-vous pour un scanner. Alors, s'il fallait que. C'est ça. Faut Ces demander PET scanners, c'est fournissent compliqué. déjà un peu difficilement pour tous nos patients qu'on suit pour des cancers, des choses comme ça. Donc, on peut pas faire du dépistage de masse, évidemment. Donc pour l'instant, c'est le test. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que malheureusement la participation aux campagnes de dépistage, elle n'est pas assez importante. Elle est plutôt de l'ordre de 35% environ. Ça veut dire C'est très peu. à peine un peu plus d'un tiers des personnes sollicitées qui vont faire les tests. Oui, alors que ça, Donc, c'est très simple pour le coup. Voilà, ça c'est très simple, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, j'engage tous les auditeurs à faire et à conseiller leur entourage de faire ces tests, parce que si on montait déjà au moins à plus de 50%, 60%, on aurait une efficacité importante, à mon avis, en termes de santé publique sur le nombre de cancers. Surtout que c'est vraiment très facile à faire. Enfin, le test n'est pas du tout invasif, c'est pas du tout douloureux. Il y a juste à aller à la selle sur ses toilettes et passer le petit écouvillon, c'est tout. Voilà, c'est ça. On va reparler donc de notre journée de prévention que vous allez effectuer. On se donne un dernier temps de musique et on revient tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé. Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade.
Rappelons qu'il vous est possible également de contacter le CRCDC. On en a parlé donc pendant notre émission. Oui. Donc si vous voulez les contacter, à Lyon. Mmh. Et il y a une antenne bien sûr à Villefranche. Je vous donne le numéro de téléphone si vous avez de quoi noter. Je n'attends pas, donc vous notez. Et puis autrement, eh bien écoutez, vous irez chercher le numéro de téléphone. Ou le podcast. Ou exact, ou sur podcast, tout à fait. Donc 04 74 65 02 70. Je répète, 04 74 65 02 70. Merci à nos auditeurs de nous avoir supportés et enfin je parle pour moi surtout de m'avoir supporté et puis aussi Alexandra parce que vous avez été quand même super pipelette, mais c'était super. Non franchement c'était top. Non mais ne prenez pas mal. On va voir tous les auditeurs sur le dos qui vont. Bref, en tous les cas, un grand merci. Merci à vous, docteur. Merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet qui est vraiment une problématique de santé publique et pour nous une préoccupation quotidienne. Ouais. Voilà. Mais alors, vous avez pu remarquer qu'il y a eu un peu de vouvoiement et tutoiement pendant l'émission. C'est vrai qu'on se connaît avec Guy, puisque Guy fait partie du bureau associatif de la CPTS Beaujolais-Dombes. Donc, évidemment, on travaille beaucoup ensemble et ça me permet de vous dire un grand merci pour ce que vous faites pour la communauté professionnelle territoriale de santé. C'est aussi important à dire. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes 5-6 dans le bureau et beaucoup plus dans le conseil d'administration. Mais en tous les cas, à vous tous, un grand merci. Merci, monsieur le directeur. Marie-Alexandra, vous aussi qui faites partie de la CPTS et du groupe radiophonique depuis maintenant 2 ans et demi, non? C'est ça, 3 ans? Ça passe. Hein. Ça passe, oui. Ouais. En tous les cas, un grand merci. Mais de rien. Amaury, merci également. On se donne rendez-vous même heure, même endroit pour une nouvelle émission. Je n'ose demander le sujet de l'émission. Surprise. Bon, eh bien écoutez, ce sera la surprise. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.